Merci de prendre place. Et nous allons enchaîner sur cet après-midi qui est riche en contenu, en intervention et en intervenants. Et nous l'espérons aussi en témoignage et en questions de votre part. Avec donc une thématique consacrée toujours à la vulnérabilité, bien sûr, des jeunes, mais à travers donc le numérique. Et pour ce faire, deux intervenants vont donc échanger avec vous et témoigner à ce sujet. Thomas Romer, que nous allons retrouver dans quelques instants, et le capitaine Sébastien Boudot. Bonjour, merci. Vous êtes officier du renseignement et en charge de la communication à la gendarmerie de la Creuse. Donc vous allez intervenir en effet sur la notion de cyber et cyberharcèlement, cyberviolence, à travers bien sûr les réseaux sociaux, dont nous allons avoir quelques chiffres par notre intermédiaire qui sont assez éloquents, et notamment donc sur la manière de pouvoir en préserver les jeunes. Merci à vous, mesdames et messieurs, et nous donnons la parole donc à vous, capitaine Boudot. Bonjour à toutes et à tous. Je peux me mettre debout. Voilà. Le câble a été coincé. Aujourd'hui, on est dans le monde numérique. Le monde numérique, et savoir toute son importance. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais qui n'est pas connecté aujourd'hui, qui n'a pas d'objet connecté à sa maison, qui n'a pas d'objet connecté sur lui, à commencer par les téléphones. Vous avez tous connu les téléphones à clavier. Il n'y a pas de trop jeunes qui ont connu que les écrans tactiles, je ne pense pas. Si? Non? On n'en voit pas dans l'Assemblée? Si, quand même? Si? Que les écrans tactiles? Ça m'étonnerait, 96, 97, 98, 99, 2000, il y avait encore des écrans en bouton. Ah mais il y a des jeunes dans la salle quand même. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Mais ça a toute son importance. Pourquoi? Parce que tous, ici, vous avez connu l'évolution numérique. Demain, vos enfants, nos enfants, vont baigner dans le numérique. Et 20 ans plus tard, il y aura encore une grande différence. Ça a vraiment toute son importance. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on baigne dedans dès la naissance. Exactement. Alors qu'avant, nous, on a vu en effet. D'accord. Et puis, ça rejoint tout ce qu'on a entendu aussi ce matin, du mimétisme. Le mimétisme. On voit les parents travailler en permanence sur un ordinateur, on voit les parents sur les réseaux sociaux, on voit tout ça, tout ce mimétisme est très important. Donc ces jeunes baignent dans le numérique, et on va voir qu'il y a beaucoup de dangers quand même. On va dire non, c'est super, oui, c'est vrai, il y a des choses super dans le numérique, il y a des avancées monstrueuses, le numérique c'est génial, c'est vrai, mais il y a des gros dangers. Nous allons un peu effleurer tout ça, et au fil des slides, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le temps que d'attendre la fin, n'hésitez pas sur un moment que je ne sais pas comment. Voilà, vous gérez le bazar que ça se fera. Voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Oui, on va faire un petit panorama des réseaux sociaux. Alors vous voyez, à peu près Facebook en France, c'est 40 millions à peu près de comptes. WhatsApp, 31 millions. Instagram, 28 millions. Snapchat, on ne le voit pas dessus, 22 millions. TikTok, 18,9. LinkedIn, Pinterest, c'est les principaux réseaux sociaux. Et en comparatif, vous l'avez au niveau mondial. Sachant que Twitter est en baisse, TikTok est en hausse, Facebook est en baisse, WhatsApp augmente, Instagram a beaucoup augmenté. Je crois que c'est la plus forte programmation en réseaux sociaux, c'est Instagram. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que tous les influenceurs utilisent principalement Instagram. Et forcément, ils tapent là où c'est suivi, c'est Instagram. Et ça se reproduit au niveau mondial. Hein. De toute façon, la France suit le monde. Quelques chiffres importants du numérique, c'est, vous voyez, il y a plus d'appareils connectés à Internet que de personnes sur Terre. Eh oui, mais ça c'est vrai. Ça fait peur, mais c'est pourtant vrai. Et 40% des gens sociabilisent plus en ligne qu'en réel. On le voit, pourquoi il y a autant de ces réseaux sociaux. Les gens restent derrière leurs écrans et communiquent derrière leurs écrans. Alors c'est super, mais après je vais laisser ça aux spécialistes sociologues, mais ça change beaucoup de comportements. Et là aussi ça peut générer des dangers. Il y a à peu près chaque minute 100 000 tweets envoyés, 2 millions de recherches Google. Alors ça, c'est au niveau mondial, mais ça augmente sans cesse. Là, j'avais vu les derniers chiffres, parce que ça, c'est les chiffres de 2021. Il y avait eu, pendant le moment du confinement, mais c'était énorme, ça a baissé, et là, on est aux alentours de 200-300 000 tweets envoyés au niveau mondial. Vous voyez, les vidéos, c'est énorme. Le partage sur Facebook, c'est énorme également. Et les photos partagées sur Instagram. Vous allez vous dire, jusque-là, c'est super numérique, il n'y a aucun danger. C'est génial. Mais les réseaux sociaux
sont des médias d'influence, des sources d'information pour tout le monde, ce qu'on appelle l'open source. N'importe qui, je me mets derrière un écran, vous me donnez votre identité, je vais pratiquement tout trouver sur vous. Mais c'est évident. Et sans aucun fichier gendarmerie ou autre, simplement de l'open source. Parce que tout le monde ne connaît que Google. Mais il y a combien de moteurs de recherche? Il y en a des centaines. Google filtre selon la tendance actuelle du moment. Mais plein d'autres moteurs de recherche cachent des données que vous n'avez pas. Et moi qui suis un peu, pas dire grand spécialiste, mais un petit peu quand même, je suis sûr que n'importe quelle identité, si on avait le temps en 10 minutes, je vous retrouve toute votre carrière, l'école, etc. Attendez. Les sources d'information. Ah ouais. Salut. On m'a dit qu'il faut faire vite. Je le fais vite. En fait, c'est une source d'information. Donc c'est vrai que c'est bénéfique. C'est bénéfique pourquoi? Parce que ça permet de savoir, tiens, le DPE c'est qui, tiens, le boulot c'est qui, etc. Ouais, voilà. Ça permet de savoir, de se renseigner. Ça permet à un patron qui va embaucher de savoir qui va embaucher, à tort ou à raison. Si l'employé a laissé des photos traîner de lui quand il était en soirée étudiante, je ne sais où, tant pis pour lui. Dommage, ça peut influer. Ça peut être handicapant. Donc on a derrière tout ça une identité numérique. Une identité numérique, c'est quoi? Une identité numérique, eh bien ça va être les traces que nous on laisse sur Internet. On va laisser quoi déjà? On va laisser ce que l'on veut bien laisser. Derrière tout ça, je vais parler un peu technique, il y a des adresses IP. Donc les adresses IP, c'est quoi? C'est notre adresse de connexion que l'on va laisser sur Internet. Après, je vais être plus pointu, on va laisser une adresse MAC. C'est quoi l'adresse MAC? C'est l'adresse de l'ordinateur qui permet vraiment de savoir qu'on laisse des traces de partout. Et après, derrière tout ça, en différence, il y a la réputation numérique. C'est quoi la réputation numérique? C'est toutes ces images-là que l'on va laisser et que l'on ne maîtrise pas forcément. Admettons, moi, j'ai fait une soirée, quelqu'un m'a pris en photo, l'a partagé. Je suis en situation indélicate, dommage pour moi. Ma réputation l'est faite numériquement. Alors que je ne l'ai pas souhaité. Et c'est ce qui se passe au quotidien. C'est ce qui se passe au quotidien pour les centaines de milliers de personnes, en France, dans le monde, 10 millions. Parce que aujourd'hui, tout le monde a un téléphone à la main. Tout le monde a l'appareil photo en train de filmer. Tout le monde, et c'est publié instantanément, quand c'est pas filmé en direct, comme Periscope. Periscope filme en direct tout ce qui se passe dans le monde, au niveau français, les manifestations, un événement. Et tout ça peut générer des problèmes. Et ça en génère. L'image que le véhicule sur Internet, de nous, mais aussi des autres internautes, on les partage, donc on devient auteur. C'est-à-dire, lorsqu'on partage la photo de quelqu'un d'autre, on devient auteur. On devient auteur de cette image. C'est-à-dire sur Facebook, je partage une publication. Ok, c'est pas moi qui crée la publication, ce n'est pas moi qui ai pris la photo, mais en la partageant, qu'est-ce que je fais? Je deviens auteur de la publication. Ça, il faut le savoir. Ça a toute son importance pour certaines choses que l'on va voir plus tard. L'identité numérique, c'est donc différent de la vraie identité, bien sûr. Et beaucoup de gens pensent qu'Internet, c'est un sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'on peut dire ce que l'on veut, on peut déclencher la haine que l'on veut sur les réseaux sociaux, etc. C'est faux. C'est faux. C'est strictement faux. Parce que, on voit, il y a des propos injurieux, que ce soit raciste, propos racistes, c'est souvent des propos racistes, la violence, de la haine, mais on voit que ça. N'importe quel commentaire ou autre, il n'y a pas, à un moment donné, j'ai jamais vu un post où il n'y avait pas un commentaire haineux à un moment donné. Parce que les gens se pensent vraiment, je suis derrière mon écran, c'est bon, je ne risque rien. Or, c'est faux. De plus en plus, avec les dérives et les abus qu'il y a, de plus en plus ça se structure, de plus en plus il y a des dépôts de plainte, parce que tout ça c'est blessant. Parce que tout ça, ça peut joindre du harcèlement, de la violence. On y est dedans. Donc non, quand je publie quelque chose, je suis responsable de ce que je publie, je suis responsable de l'image que je partage, je suis responsable de tout ça. Il y a quelques années, c'était... là, on commence à prendre conscience. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont été sensibilisés à ça, notamment Facebook. Aujourd'hui, il y a des modérateurs, voilà, attention, vous partagez quelque chose qui n'est pas vrai, la fake news. Qui n'a pas partagé une fake news à un moment donné? Vous êtes retoqué par Facebook qui vous dit attention, vous avez partagé tel jour un fake news. Voilà. Parce qu'il y a tellement de fake news qui est allé en ligne, sur le net, que voilà.
Donc Internet, tout à l'heure je l'ai dit, laisse des traces. Donc attention au comportement. Diffuser du contenu illégal est une infraction. Partager un contenu revient à le diffuser, le créer soi-même. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc là, il y a une petite vidéo qui avait été faite, je crois, par Consomag. Il faut l'aide de l'or, non? L'or? L'or descend. Alors, l'or. D'ailleurs. Si. Spécialiste à distance. La réputation, pour moi, ça m'évoque vraiment ce qui a rapport à un peu ce qu'on expose sur Internet. Tout le monde regarde tout et il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on met des images ou bien des informations nous concernant. Aujourd'hui, Consomag vous dit tout sur la e-réputation. Cette dernière correspond à l'image que les internautes se font sur un sujet par les informations trouvées sur le web via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Aussi, lorsque vous publiez un avis, des photos, des vidéos, ou simplement en les partageant, vous devenez un acteur à part entière dans la production de données sur le net. Des pratiques qui, aussi ludiques soient-elles, laissent des traces. Il faut donc être particulièrement vigilant sur la nature des informations que l'on publie sur soi-même ou sur autrui, car cela participe à votre réputation, mais aussi à celle des autres. La barrière de l'écran peut laisser paraître une certaine impunité et du coup la place à certains comportements répréhensibles comme par exemple des insultes, des dénonciations calomnieuses ou encore du harcèlement. Mais attention, ces comportements sont sanctionnés pénalement. La vidéo résume tout ce que je viens de dire. Cette vidéo, on le voit bien, cette sorte, le mot va revenir souvent, l'impunité. C'est vrai que souvent, ça c'est les enquêteurs qui l'ont fait remonter, souvent des auteurs qui ont été entendus en tant qu'auteurs pour partager de la haine raciale ou des choses comme ça, ils se sentent intouchables parce qu'ils sont derrière leur écran et n'ont pas fait attention ou autre. Et sauf que tout le monde qui publie quelque chose, et vous avez vu le nombre de réseaux sociaux qu'il y a, mais il est facile de partager tout et n'importe quoi. Donc il faut faire extrêmement attention parce que vous êtes auteur. Et donc on va revenir maintenant aux enfants, puisque la thématique sur les mineurs, les mineurs, qui n'a pas de compte Facebook, Instagram, Snapchat et autres, eh bien ça devient très compliqué. Et ces mineurs-là, il faut voir avec Madame Lee. Vous voulez poser une question? Juste quelque chose qui me vient à l'esprit. Alors attendez. Est-ce que les gens n'ont pas ce sentiment d'impunité parce que tout ça se passe dans leur sphère privée finalement? Prenez le micro pour vous entendre et présentez-vous. Oui, bonjour, Catherine Bourgeois, SMPP, CAMS de la Creuse. Donc moi, la réflexion qui me vient autour de cette question de l'impunité, est-ce qu'effectivement les gens ne pensent pas qu'ils sont dans cette impunité parce qu'effectivement ce sont effectivement des actions qu'ils exercent dans le cadre de leur sphère privée? Alors je vais aller plus loin, c'est pas que la sphère privée, c'est-à-dire du moment qu'ils sont connectés, ils se sentent intouchables. C'est pas que la sphère privée, parce qu'ils vont le faire à l'école, ils vont le faire n'importe où, en groupe de copains ou autre, ce n'est pas que la sphère privée. Et quand ils sont en soirée à faire et ça peut arriver, ce n'est pas que dans la sphère privée, c'est qu'ils se sentent intouchables parce que c'est derrière ce côté numérique. C'est vraiment le numérique qui rend ce sentiment d'impunité. Or non. Parce qu'on se dit, il y a peu de gens finalement qui connaissent toute la technique derrière Internet, qui est extrêmement complexe. Qui, je suis sur Internet, je ne risque rien. Alors quand je disais sphère privée, ce n'était pas par rapport forcément, je veux dire, au domicile, mais effectivement dans un environnement qui concerne effectivement leur vie privée. Voilà. Ah, dans ce sens-là. Voilà, Ah, c'était ce que je voulais dire. Et donc du coup, dans la vie privée, par rapport à une certaine, j'ai envie de dire, liberté qu'on pourrait avoir d'expression, de tout pouvoir dire ou de tout pouvoir faire à partir du moment où c'est dans cet espace privé. Oui, je pense qu'il y a un peu de vérité, mais il y a aussi vraiment le volet numérique est prégnant. On le voit, c'est avant toute chose, on réfléchit sur le téléphone, on ne réfléchit plus sur un papier, un crayon à poser, non, on réfléchit par rapport au téléphone. Donc c'est instantané. Donc j'entends ce que vous dites, oui. Mais le numérique, c'est pas privé, au contraire, il n'y a rien de plus ouvert que le mais numérique. c'est du privé, ça paraît public,
Ouais, c'est ça. tendance qui devient un petit peu. Est-ce que les personnes, elles ont bien effectivement cette Ah bah. notion-là à l'esprit, justement? Ouais. C'est vraiment public, en fait. Ben, non, justement, on revient. Oui, mais après, ça malheureusement, c'est de l'éducation et ça fait partie de nous tous. On est là pour en parler justement et pour essayer de faire beaucoup de prévention. On est là pour faire de la prévention et on essaie d'en faire un maximum. Et à ce sujet-là, bien sûr. Justement, la cyberviolence, que dit la loi? On va en parler. Donc il y a différents droits. Il y a le droit à l'image, on va parler du revenge porn, on va parler du happy slapping, on va détailler tout ça, et aussi le harcèlement. On va expliquer tout ça. Le droit à l'image. Vous savez que le droit à l'image, eh bien, il y a un article du Code civil et du Code pénal qui prévoit. Bon, je ne vais pas faire la lecture, hein, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Mais c'est simplement qu'il y a des textes de loi qui encadrent le droit à l'image. Donc, tout le monde ne peut pas diffuser l'image des autres. Donc, c'est régi par la loi. Et il y a des sanctions qui sont prévues. Et qu'en cas de dépôt de plainte, eh bien, après, c'est la justice qui fera son travail. Concernant justement la détérioration involontaire de son image, il y a quelques exemples justement là, par rapport au patron. Si c'est la petite bande dessinée, elle est drôle. Mais comment expliquez-vous cette photo de vous nu avec un string sur la tête que j'ai trouvé sur Facebook d'entretien d'embauche? Bon, voilà, c'est sûr qu'on peut en rigoler, mais en même temps, c'est vrai. Il faut savoir aussi une chose, juste pour précision, Internet. Je vous dis, la majorité de vous vont connaître Google, Yahoo, moteur de recherche. Et peut-être 3-4 maximum, Bing. Après, il en existe des centaines dans le monde entier, mais qu'on peut utiliser de France. Et surtout, il y a des caches et des services d'archives web. Ça faut le savoir aussi. C'est-à-dire que vous pensez que le site est effacé. Non. Là, je vais vous aller chercher quelque chose qui est effacé, que vous n'avez pas trouvé. Il existe en fait une mémoire d'Internet. Une mémoire d'Internet, on va chercher, on peut aller chercher d'autres images, d'autres sites, et on peut retrouver des choses qui ont été totalement supprimées, effacées. Puisqu'à un moment donné, il y a des captures d'écran, des captures de sites, des captures autres qui sont faites, qui sont mises en cache, quelque part, dans le dark, et on peut y accéder, dans le dark web. C'est un peu l'image qu'on a vue par la première intervenante, Anne Durand, c'est par rapport à l'iceberg. Internet, c'est ça. C'est la partie visible, et la grosse partie invisible. Et ça, personne n'y va. Et c'est quelque chose de très sombre. On a constaté aussi qu'il y a beaucoup de sexting, revenge porn. Il y aura une petite vidéo tout à l'heure qui présente vraiment quelque chose de très bien par rapport à cela. C'est un peu de chantage, ah ben tiens, vas-y, montre-toi, fais-moi plaisir et tout, et puis ben, les images sont diffusées, c'est trop tard. Une fois que c'est en ligne, et puis tout le monde partage. Ça peut jouer sur plein de choses, notamment les mineurs après ben, vont sentir sentiment de frustration, harcèlement, détérioration de tout ce que l'on a vu aussi ce matin. Et donc c'est sanctionnable. Le revenge porn est sanctionnable bien sûr. Donc on a quand même beaucoup de plaintes, alors pas forcément en cause au niveau national. La piste ping est extrêmement à la mode. Donc c'est filmer des violences et les diffuser en ligne. Alors ça, il y en a de partout. Partout. Et c'est très à la mode. Donc Snap, TikTok, Facebook. Encore, les jeunes ne sont pas trop Facebook, hein. C'est vraiment Snapchat, Insta. Facebook est vraiment en retrait, quoi. Et ce genre de vidéos, voilà, toutes les brimades, les violences, peut-être son importance pour certains, mais importante pour d'autres, et il y en a de plus en plus, quand c'est pas des coups violentés. Le harcèlement. Donc le harcèlement, bien sûr, est puni par la loi, et sanctionnable, bien sûr. Circonstances aggravantes sur les mineurs. Donc le harcèlement sous toutes ses formes. Et le harcèlement qui peut être au quotidien peut après devenir justement un cyberharcèlement qui continue, on va en parler, je crois, la slide suivante. Voilà justement le cyberharcèlement. C'est la diffusion massive et instantanée de messages, peut toucher un très large public. Qu'est-ce qu'on a? Ça se prolonge hors forcément l'école, au domicile. De manière anonyme ou pas, c'est ça aussi Internet, c'est-à-dire que la personne, et ça on a eu quelques cas en Creuse, mais au niveau national il y en a beaucoup, où anonymement on se fait harceler. Et, pour le détecter c'est un peu compliqué, mais en tout cas les conséquences peuvent être très graves, hein. Ça peut aller jusqu'à provocation de suicide, homicide involontaire, ça va très loin, ce genre de choses. Et il faut être vigilant, mais
c'est difficile à détecter puisqu'il y a peu de parents aussi qui utilisent Snapchat, peu de parents qui utilisent TikTok, et il n'y a que les enfants, mais ça implique une surveillance de ces réseaux sociaux, puisque c'est au départ, en tout cas, les formes de cyberharcèlement, on les a, hein, c'est les menaces en ligne, les piratages de comptes. Le piratage de comptes aussi, il y en a beaucoup. C'est très simple de pirater un compte, surtout quand on l'a pas protégé. C'est vraiment très simple. L'usurpation d'identité aussi. Les insultes, bon, on n'en parle pas. C'est récurrent. Mais tout ça, ça joue sur les mineurs. Après, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, encore une fois, on en revient aux parents. C'est aux parents de veiller à tous ces réseaux sociaux. Si tu m'aimais comme je t'aime, tu trouverais le moyen de me faire patienter. Oh là là, mon amour, je t'aime. N'importe quoi, toi. Mais non, mais arrête un peu avec tes messages, ça fait des mois que ça dure. On sait tous qu'elle en a rien à foutre de toi. Tu sais quoi? Elle dit à tout le monde que t'es un grand puceau. Quoi? T'as me dire n'importe quoi, toi, de toute façon. Ouais, pousse-toi. J'ai fait quoi? Mais non, mais arrête, mais pourquoi t'as dit ça? Mais c'est eux avec leur big love là, ils me saoulent. Mais t'es jalouse ou quoi? Vas-y. En une seconde, c'était fait. tu me dégoûtes. C'est ce que tu fais. Tu kiffes, tu l'as bien cherché. Ta faute après l'avoir. Comment on aurait pu savoir que... On n'aurait rien pu faire. Si? J'ai failli faire quelque chose d'horrible. Mais t'as rien fait. C'est ça qui compte. Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. Partager des images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Je pense que la vidéo résume pas mal de choses que nous avons expliquées. Elle est dure la vidéo, mais en même temps, c'est un quotidien. Ça peut être un quotidien. Vous imaginez si vraiment il avait partagé. Voilà. Cette vidéo est vraiment très très bien faite. Ça résume. Maintenant, on peut comment aider? C'est ça qui est compliqué, mais c'est toujours rassurer la victime, avertir les personnes compétentes. Donc vous savez qu'il y a des enquêteurs numériques ou des correspondants enquêteurs numériques auprès de chaque gendarmerie et du commissariat aussi, qui sont compétents pour eux retracer, même si de manière anonyme ou autre, ils peuvent retracer les IP, retrouver les auteurs des publications. Et justement, les forces de l'ordre sont là aussi pour ça, parce qu'ils savent que c'est dévastateur ce genre de comportement. Et il ne faut pas hésiter parfois à déposer plainte, ça peut mettre un coup d'arrêt, ça ne veut pas dire que c'est la justice qui fera son travail derrière, mais c'est important
de savoir qui se cache. Rassembler les éléments concrets. Rassembler les éléments concrets, c'est quoi? C'est faire des captures d'écran de toutes sortes de violences, de haine raciale ou autre qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Faire des captures d'écran. Ça sert de preuve parce que ça peut être vite effacé aussi. Et supprimer le contenu. Alors vous, si ça vous touche, il faut supprimer bien sûr le contenu. Puisque vous ne pouvez pas laisser des publications vous détériorer votre image, bien sûr. On laisse terminer puis on prendra les questions, vous inquiétez pas. Savoir se protéger. Alors, c'est-à-dire je fais attention à ce que je publie sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas n'importe quoi derrière mon écran. Je ne dévoile pas de contenu personnel via les webcams. Et j'utilise des bons mots de passe. C'est-à-dire, ça c'est la base. C'est-à-dire, j'utilise de bons mots de passe. C'est vraiment la base. Après, il faut savoir des choses. C'est que si on veut vraiment vous nuire, on pourra toujours vous nuire, malheureusement. Qui n'a pas reçu un mail récemment du directeur de la gendarmerie disant que vous étiez convoqué en justice pour... Voilà, si tout le monde lève la main dans la salle, je pense qu'il y a plus de gens que ceux qui ne l'ont pas reçu. Ou de la police ou autre. Et ça pourtant, vous avez des antivirus, vous avez un Gmail, normalement un Gmail c'est fiable, mais tout le monde est touché par ce genre de choses et si vraiment on veut vous nuire, on pourra toujours. Qui n'a pas vendu de véhicule? Alors, en plus, ça touche l'État même. Vous vendez un véhicule. Qui a bien pensé à cocher la case tout à fait en bas, écrit en tout petit, je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles. Qui a coché ça? Ben, personne, il faut le savoir. Même l'État vend vos données à des sociétés qui les achètent. D'autres sociétés les achètent. Et où est-ce que ça se retrouve? À un moment donné, ça va se retrouver sur le dark web et on pourra retrouver votre identité, le véhicule ou autre. Après, il faut savoir s'en servir autre. Mais je veux vous dire, voilà, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc il faut déjà respecter les protections de base. Et puis, surtout, pour en revenir à notre fil conducteur, les enfants, c'est surtout en tant que parents et en tant que nous, formateurs dans la prévention, ben, c'est sensibiliser les personnes. Puisqu'on a vraiment un réel besoin de prévention dans le numérique. Le numérique, c'est super, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais derrière, il y a des gros dangers. Il y a des gros dangers. Eh bien voilà, c'est le temps des questions, parce que je sais qu'apparemment vous en avez pas mal. Vous avez quand même insisté, en effet, là aussi, et c'est ce qu'on disait depuis ce matin, du rôle alors, des parents, mais aussi plus globalement des adultes, de ces personnes qui tournent autour des jeunes, des mineurs, et qui doivent en effet être vigilants et être à l'écoute. Ben, oui, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont vecteurs d'énormément de flux, mais des flux qui peuvent être sains et d'autres malsains. Donc on a vraiment un devoir de veille par rapport à tout cela. Et en tant que, dans le cadre de la prévention, il faut vraiment arriver à dire, oui, attention les réseaux sociaux, ça peut être bien, mais attention, ça peut être un danger. Voilà. Mais à partir du moment aussi où les adultes sont eux aussi formés et informés et maîtrisent ce genre d'outils aussi. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Alors des questions, mesdames et messieurs, qui avaient commencé à intervenir et que j'ai... Où êtes-vous? Qui est-ce qui avait des questions? Ah, pardon, excusez-moi. Allez, comme tout le monde, merci de vous présenter. Marie-Line Marsin, éducatrice spécialisée en DITEP. Par rapport à la... Pardon, excusez-moi. Pardon. Je vous écoute. Juste une petite question pratique. Quand vous parlez de supprimer le contenu, et vous avez dit auparavant qu'on ne pouvait pas totalement supprimer le contenu. Y a-t-il une personne ressource, des ressources pour ça? Alors, ce que j'ai évoqué, c'est quelque chose d'aléatoire. C'est pas forcément une science exacte. C'est-à-dire que c'est pas tout ne va être conservé. C'est des fois un site, par exemple, qui a été éradiqué d'Internet. Vous ne cherchez plus, vous marquez l'erreur 404 not food. Ok, le site n'existe plus. Alors qu'on peut le retrouver au moment où il a existé, on peut le retrouver à telle date, tel instant. En fait, c'est des captures entre guillemets de sites à des instants aléatoires. C'est pas une science exacte. Maintenant, je parle vous d'un contenu. Faut rester basique. Si on publie quelque chose sur vous sur Facebook, vous n'êtes pas l'auteur et qu'on vous voit en fâcheuse posture ou autre, qui peut mettre votre image à défaut, bien sûr qu'il faut supprimer le contenu. C'est ça dont je parle. C'est-à-dire qu'il faut supprimer le contenu, que ce soit pour vous, ou pour des mineurs, ou pour des enfants, bien sûr. Et après, c'est on matérialise. Je fais une capture d'écran,
je prends la photo, et après, si vous voulez déposer plainte, vous déposerez plainte. Vous conservez une preuve de ce qui a été marqué, écrit, et après, vous le supprimez. Parce que cela nuit à votre image, des enfants, etc. Donc il ne sera pas définitivement supprimé, mais en tout cas pour le lambda, pour l'internaute lambda, il sera supprimé. Exactement. Pascal Lance. Vous faisiez référence au dark web tout à l'heure en disant on peut retrouver. Qui peut retrouver? Est-ce que ce sont les services de police ou n'importe quel individu qui s'y connaît un peu en informatique? N'importe quel individu qui s'y connaît en informatique peut retrouver tout et n'importe quoi. Sur tout, sur n'importe quoi. D'autres questions? Oui, madame. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un peu la réalité. Je m'interroge sur le droit à l'image. Est-ce que vous pouvez détailler par exemple, si j'apparais sur la photo, une photo que quelqu'un publie, l'autre m'a pas demandé l'autorisation, enfin c'est des choses qui arrivent souvent, j'imagine, mais que ce soit pas compromettant. Pour autant, est-ce que l'autre a l'obligation de me demander l'autorisation? C'est du droit à l'image. C'est du droit à l'image. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, d'abord, vous lui demandez préalablement de dire, voilà, il faudrait supprimer cette photo de ton blog, de ton site, il est public, il n'est pas privé, donc je souhaite que tu le supprimes. S'il ne défère pas à votre requête, eh bien, vous avez tout à fait, vous avez le droit de déposer plainte, bien sûr. Oui, c'est ça la... Bien sûr. Ok. Voilà, du moment que c'est public. Hein. On parle bien public. Il faut que ça soit, par exemple, vous savez, des fois, il y a des groupes privés dans Facebook ou autre. Et il faut que ça soit Facebook public. Si c'est fermé, privé, ça mènera à rien. Mais aujourd'hui, cette conférence est filmée, mais on a demandé l'autorisation à toutes les personnes qui intervenaient si elles étaient d'accord pour leur image soit diffusée sur Internet. Vous n'êtes pas filmé, donc c'est bon. D'autres questions ou réactions, mesdames et messieurs? Oui? Valérie Verbier. Oui, moi, c'est pas une question, c'était plutôt pour rassurer en fait tous les adultes qui se sentent complètement dépassés par les écrans et les réseaux. En fait, on s'en fiche un peu de la technique et du paramétrage parce que ça change tout le temps. Les jeunes, ils sont complètement dépassés du lundi au mardi. Entre-temps, les paramètres vont avoir changé et ils vont devoir tout refaire. En fait, l'idée, c'est plutôt les sujets qui sont derrière et ils n'ont pas changé depuis que vous étiez enfant, c'est-à-dire la drague, l'affirmation de soi, les enjeux en fait qu'ils ont dans la vie de tous les jours, mais juste c'est sur les réseaux, alors avec tous les dangers, mais en tout cas pour en parler, il ne faut pas vous bloquer en disant mince, en fait j'ai pas la technique, je connais pas ce réseau, parce qu'en fait c'est des sujets qui sont dans leur vie de tous les jours et qui étaient dans vos vies à vous étant jeunes aussi, vous êtes toujours très jeunes, dans vos vies, je reformule. Voilà, il ne faut pas vous bloquer par rapport à la technicité de l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions, toujours sur le numérique, à Thomas Romer? Vous aurez encore le temps des questions après, mais quand même. Alexandra Durand. Juste une petite question en termes de prévention, justement. Ce genre de film, il est diffusé, vous faites des ateliers de prévention dans les collèges, les lycées Oui, tout à fait. Au niveau, il y a des correspondants en nouvelles technologies qui sont à peu près pas dans chaque COP, mais il y a des interventions assez. Il y en a eu à Poussac il n'y a pas longtemps, il y en a au Puçon, je crois qu'il y en a eu aussi. Voilà. C'est en fait, oui, bien sûr, qu'on se met à la disposition, les sachants se mettent à la disposition des jeunes, et je pense que c'est en complémentarité de façon de tout ce que l'on a vu ce matin aussi, mais sur l'aspect plus technique. Après, c'est vrai que ça rejoint ce que disait. Tout à l'heure, ce que disait un camarade, c'est vraiment, vous avez des professionnels si jamais il y a besoin au niveau technique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à aller voir un avis technique, d'aller voir la gendarmerie ou la police, ils ont des gens formés numériquement. Et c'est un conseil, c'est pas parce que vous y allez, on va vous dire, bah, tiens, dépôt de plainte ou autre, on s'en fout. C'est des fois, un conseil technique, ça peut vous aider. Peut-être que vous n'allez pas le trouver, c'est vrai j'ai parlé un peu technique, oui, après je ne suis pas là pour faire peur non plus, mais Internet, quelqu'un qui le maîtrise peut faire ce qu'il veut. Là-dessus, si on veut nuire à quelqu'un, même en étant clean, on peut le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça, il faut respecter les bonnes règles,
Et puis en tant que parent, il faut faire attention, et oui, ça rejoint ce que disait la camarade. Une dernière intervention. Marie Chevalier, directrice générale de la Fondation RJB, qui gère 2 maisons d'enfants dans la Creuse, Origami et Beaugenay, et beaucoup de maisons d'enfants à Lyon. Et on travaille avec un cybergendarme actuellement à Lyon. On a pu constater effectivement que les enfants se mettaient en danger, mettaient aussi en danger nos professionnels, avec les fameuses petites vidéos qu'on filme en situation parfois complètement dans le quotidien, hein, mais on prend son éducateur en photo en train de faire à manger, voilà, et puis après on poste ça sur les réseaux. Donc on essaie de former. Malheureusement, on s'est heurté aujourd'hui à, je pense, un retard dans notre secteur parce qu'on est très peu équipé en termes de matériel, en termes de sécurité pour nos... Vous parliez tout à l'heure effectivement d'antivirus, d'anti-spam, de protéger nos ordinateurs. On s'aperçoit qu'on n'a pas de budget, on s'aperçoit qu'on part de très loin dans le secteur. Enfin, moi je parle de protection de l'enfance, secteur social. On a travaillé avec les ARS qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts pour la protection de l'enfance, qu'ils avaient effectivement personnes âgées, santé, mis le paquet sur ce sujet-là. Donc je crois qu'on a un vrai retard en termes de prévention, de formation dans notre secteur de la protection de l'enfance. Et ma question, c'est est-ce qu'on a un cybergendarme dans la Creuse qu'on peut contacter pour travailler avec lui? Alors, en fait, il y a un enquêteur qui est lié aux nouvelles technologies, qui est un DU, mais c'est plus pour l'enquête. Après, on est à même, quelques-uns, à faire de la prévention, de la formation de ce type. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on vient seulement d'avoir un secrétaire d'État chargé du numérique, on est très en retard. On est très en retard sur plein de sujets. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ça paraît anodin, mais de recevoir aujourd'hui, en 2022, un mail qu'on n'a pas souhaité, qui a un spam, mais c'est incroyable. Je veux dire, normalement, ça ne devrait pas arriver. Malheureusement, ça arrive. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas préparés, on est en retard, et que malheureusement, il faudrait que chacun ait le bagage numérique. Mais aujourd'hui, on l'a pas. Il y a cybermalveillance.gouv.fr qui prodigue des conseils. C'est déjà une bonne chose. Moi, je sais que je vivais souvent pour quelques vidéos. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut aller piocher les infos. On n'a pas le package dès qu'on se connecte à Internet. Attention, attention, attention. Malheureusement, c'est des lobbies aussi. C'est ce qu'on appelle les GAFAM maintenant, puisque c'est Google, avant c'était GAFAM avec Facebook, tous les géants du net, c'est eux qui maîtrisent tout. Et c'est eux qui maîtrisent l'ensemble du net dont on dispose au quotidien. Samsung, Apple, Google, voilà, on est vraiment sur ce portage-là. Donc après, oui, j'entends, je ne peux qu'abonder dans votre sens, oui. Donc on est en retard. On a vu ce matin différentes structures qui accompagnaient en effet les problématiques d'addiction. Il faudrait peut-être en effet un référent au sein d'une structure liée au numérique. Je ne sais pas, peut-être que ça pourrait être nécessaire. Merci en tout cas, capitaine Boudot. Vous restez bien sûr avec nous puisque nous allons parler numérique encore. Avec vous, Thomas Romer. Alors franchement, mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Thomas Romer avant même de l'avoir entendu. Faites-le, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Thomas Romer a pris le train, a quitté chez lui, a pris le métro, est resté coincé plus d'une demi-heure sous un tunnel dans le métro. Nous a donc appelé en disant « Je n'aurai jamais mon premier train ». Donc on lui a dit « Prenez le deuxième ». Il a dit « Est-ce que je vais arriver à l'heure ?» On a dit « On va se débrouiller ». Donc il a pris le deuxième train qui avait 25 minutes de retard. Et il a quand même pris le train pour arriver jusqu'à nous. Alors merci beaucoup d'avoir fait, parce que putain, on aurait dit j'arrête et je rentre chez moi. Donc merci beaucoup pour cette cavalcade creusoise. Raconter comme ça fait un peu Pierre Richard quand même. Thomas Romer, donc vous êtes le fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, donc peut-être vous allez pouvoir répondre à certaines questions qui étaient posées d'ailleurs. Vous allez nous dresser en effet le tableau actuel de la situation, sur l'aspect numérique et la protection des jeunes, mineurs et peut-être non mineurs, on est encore jeunes jusqu'à un certain âge. Pourquoi avoir créé cet observatoire? Il y avait un manque, il y avait une nécessité, il y avait un besoin? Alors, merci de votre accueil et je suis ravi d'être ici. Alors, la création de cet observatoire, elle est issue d'un premier parcours professionnel où, pendant plusieurs années, avec mes équipes, dans le cadre d'une autre structure que j'avais fondée,
on allait partout en France voir les adolescents, justement, sur ce qu'on appelle communément les dangers d'Internet. Et au sortir de cette première expérience, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien, la prévention sur ces sujets. Qu'on était aussi, peut-être, nous autres acteurs de la prévention, pas très bons dans la manière de s'adresser aux jeunes, dans la manière de faire passer les messages. Et qu'il y avait également un trou dans la raquette qui, me semble, consiste à, en fin de compte, constater qu'il y a globalement un manque d'implication de la communauté éducative autour de ces sujets avec un E majuscule. Mais quand vous dites communauté éducative, ça englobe tous les adultes, les parents, les enseignants qui gravitent autour des enfants et des adolescents qui sont souvent eux-mêmes coincés dans leurs contradictions par rapport à leur propre pratique numérique. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui manque ? Peut-être c'est de mettre le paquet sur les adultes, d'aller à la rencontre des parents, des professionnels. Donc on fait beaucoup d'interventions comme celle-ci aujourd'hui et partout en France. Hier j'étais à Toulouse, là aujourd'hui je suis avec vous, la semaine prochaine je suis à Albi. Voilà, on parcourt la France un peu pour aller à la rencontre des professionnels et des parents, pour justement aller questionner la posture des adultes et réfléchir ensemble à en quoi le numérique vient modifier notre posture professionnelle ou parentale, et essayer de trouver peut-être des pistes de réflexion. Alors on a parlé justement, puis je vais vous laisser bien sûr faire votre intervention, on a parlé ce matin et encore tout à l'heure avec le capitaine Oudot de l'implication des parents, et les professionnels disaient la difficulté qu'il y avait aussi à les capter et à retenir en effet, à avoir du temps avec eux pour leur parler de tout ça. Comment faites-vous, pour capter en tout cas ce public cible qu'est les parents? Les professionnels, bon ils sont là, mais les parents? On fait des commandos qu'on envoie les capturer chez eux. En fait, non, c'est pas comme ça. Je voudrais pas avoir d'ennui en plus avec monsieur. Tout simplement, on essaie de. Je pense que ce qui explique aujourd'hui la difficulté de mobilisation des parents, déjà, elle n'est pas propre au sujet du numérique, elle est sur pas mal de sujets. On sort quand même d'une pandémie. C'est toujours très questionnant quand on est parent, qu'on a une journée de 7 heures dans les pattes, de se dire voilà, est-ce que je ressors pour aller écouter un type qui va me parler des dangers d'Internet, etc. et que je vais passer 1 heure aller-retour en voiture pour aller dans l'établissement scolaire. Donc je pense qu'il y a à la fois une nécessité de nous autres acteurs de la prévention de nous remettre en question sur notre mode d'intervention, de vraisemblablement aussi arrêter de faire peur aussi aux parents uniquement, c'est-à-dire que les parents qui viennent à ce genre de réunion nous disent qu'ils ne viennent plus parce qu'on leur a fait, soit quand ils sortent des réunions, ils ont envie de jeter les ordinateurs et les tablettes à la poubelle, soit deuxième option, ils vont chez Leroy Merlin s'acheter une corde pour se pendre, en se disant que de toute façon c'est fichu et que voilà. Et parfois aussi on aboutit à une démobilisation des parents. Parce qu'on les culpabilise un peu, non ? On est beaucoup dans la culpabilisation, y compris des jeunes d'ailleurs, sur la manière dont on fait passer les messages de prévention. On est quand même très dans, je voyais tout à l'heure là, la campagne du ministère de l'Éducation nationale, non au harcèlement. Bon, je sais pas quelle agence de communication a pris un billet de 50 000 € pour aller vendre ça au ministère, mais enfin en termes de slogan, non au harcèlement, je trouve qu'on a rarement fait plus nul pour quand même interpeller les jeunes sur une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on est dans l'incantation en fait, on pourrait dire non au soleil qui chauffe, non à la pluie qui tombe. Donc vraiment, globalement, je trouve qu'on pourrait aussi arrêter d'être dans l'infantilisation, et si vraiment on estime que ces sujets sont sérieux, et ils le sont, peut-être réfléchir à agir autrement et différemment, surtout que ça existe depuis plus de 20 ans et que ça ne cesse d'augmenter, et que donc peut-être il y a une nécessaire remise en question au niveau institutionnel à avoir, me semble-t-il. Alors on verra en effet ultérieurement, mais vous avez l'air de dire que c'est en France où on est en retard, c'est ce que disait aussi le capitaine Boudot. Peut-être qu'il y a d'autres pays où il y a plus d'avancées, mais peut-être vous nous en parlerez. Je vous laisse. Oui, je vais faire très vite. L'idée c'était un petit peu de vous partager un peu les constats que nous faisons. Alors déjà pour vous préciser, donc notre champ d'intervention à l'Open il est multiple et varié. On essaie de partir en fin de compte
des questionnements des adultes, une fois encore, soit dans une dimension parentale ou professionnelle. Et on a essayé d'identifier quelles sont, en fin de compte, les questions ou les inquiétudes aussi parfois qui traversent les adultes au regard des pratiques numériques des jeunes. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter, mais en ce moment, les 3 sujets qui nous sont le plus demandés partout en France, c'est vraiment en quoi les réseaux sociaux viennent-ils bousculer la construction des adolescents, donc tout ce qui se joue en termes de socialisation et de construction identitaire dans les réseaux sociaux. Tout ce qui touche également à la remise en question un petit peu bousculée par le biais de sources d'influence que sont la pornographie, mais aussi le monde des influenceurs très présents sur Internet et dans la vie des adolescents. Qu'est-ce qui vient les impacter dans leur construction de leur identité sexuée. Et donc, je vous expliquerai en quoi on a été très mobilisé là-dessus. Et puis, le 3e sujet, qui est plus un sujet d'ordre de santé aujourd'hui, tout ce qui touche à la surexposition des jeunes enfants aux écrans, qui est un sujet qui questionne, inquiète parfois les parents et aussi pas mal les professionnels. Rapidement, parce que je crois que j'aurai pas le temps d'être tellement très long, donc je vais essayer de respecter le timing qui m'a été donné. Simplement pour vous préciser, parce que j'entends souvent pas mal de parents professionnels qui sont en quête de ressources, le site internet de l'association, il est vraiment construit à destination des adultes, avec à la fois des articles de fond pour permettre la réflexion, pour essayer de s'informer et avoir des avis d'experts. Et puis on essaie aussi de proposer tout un tas de ressources qui permettent aussi, en fonction de ces centres d'intérêt, de choisir des ressources qui nous facilitent la démarche. Et on propose notamment pas mal de podcasts qui connaissent plutôt un succès croissant, avec une émission que je co-anime qui s'appelle Les Petites Causeries du Numérique, que j'anime avec des psychologues qui sont spécialistes de ces questions, et on essaie un peu de justement permettre aux adultes, parents, professionnels de réfléchir sur tous ces sujets, en partant une fois encore des questions qu'ils se posent. Et puis, je fais juste une seconde d'auto-promo quand même, soyons fous. Je suis sûr que parmi vous, vous êtes un certain nombre à avoir des problématiques de dépendance aux réseaux sociaux, donc vous pouvez continuer à les entretenir en nous suivant sur nos propres réseaux sur lesquels on publie pas mal d'informations. Voilà, fallait faire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais donc, par rapport à ce qui a été dit, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur, sur nous, les constats qu'on fait en termes de difficultés de mobilisation des adultes, et notamment parents comme professionnels, je voulais juste vous partager très rapidement les résultats de 2 études qu'on a faites, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, on a un observatoire, donc la moindre des choses, c'est d'observer et de faire des études, et je vous partage juste 2-3 éléments pour essayer de cheminer et de réfléchir ensemble. Première étude qu'on a faite avec Médiamétrie, qui était avant les confinements, où là on était allé questionner les familles sur tout un tas de choses, notamment sur les pratiques numériques familiales. Et évidemment, parmi les questions qui étaient posées aux familles, il y avait la question: à partir de quel âge votre enfant possède-t-il son propre équipement? Pas l'équipement de la famille, pas l'équipement de papa ou de maman que j'utilise, son propre équipement. Et normalement, vous voyez qu'en haut du schéma que vous avez sous les yeux, à droite, le premier smartphone désormais arrive entre les mains des enfants en fin de CM1, et ce, quel que soit le milieu social, en moyenne. C'est une moyenne, donc ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, mais globalement, on assiste vraiment à ce rajeunissement en termes d'équipement le smartphone étant l'outil, un petit peu le Graal pour les enfants à atteindre le plus rapidement possible. Aux États-Unis, on est en moyenne à 7 ans depuis déjà de nombreuses années. Je pense qu'en France, on y va tout droit. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on questionne les critères motivationnels des parents, ils nous répondent eh bien, je veux pouvoir joindre mon enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce que nous confirment d'ailleurs les enseignants, parce qu'en général, quand un téléphone sonne en classe, c'est pas les copains, c'est logique, ils sont avec les enfants, ils sont entre eux. Donc c'est plutôt papa et maman qui téléphonent pour dire t'oublieras pas de prendre du pain, tu rentres pas trop tard, etc. Ça, c'est des choses que nous rapportent beaucoup les enseignants, mais voilà, assez intéressant de voir que la première motivation d'équipement smartphone, c'est la réassurance parentale. Après ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que grosso modo, entre 6 et 10 ans, la plupart des petits Français sont équipés de tout ce qu'il y a comme outils connectés, consoles de jeux, tablettes, et même cette bonne vieille télévision qu'on pensait morte et enterrée et disparue à jamais,
Eh bien non, elle est toujours là, et quand elle est là, elle est souvent là dans la chambre des enfants à partir de 6 ans. Et comme je dis souvent, et je pense que monsieur va pouvoir me confirmer, je n'ai jamais vu d'enfant de 5 ans attaquer un camion Samsung ou Apple, pas encore. Donc ça prouve bien que quelque part, nous avons une responsabilité quand nous choisissons d'équiper les enfants, et une responsabilité qui nécessite par la suite un accompagnement éducatif. Mais je suppose qu'on va y venir. Deuxième étude rapidement qu'on a faite là, cette fois-ci post-confinement, et on s'est amusé à aller questionner aussi parents et enfants, toujours un peu selon le même principe. Très amusant de voir qu'il y a toujours un décalage entre la perception des parents et le vécu des enfants. Quand on questionne les parents sur un échantillon de parents d'enfants âgés de 7 à 17 ans sur le temps passé en moyenne en semaine sur les écrans, ils nous répondent, selon nous, nos enfants ils passent 7h42, les enfants nous disent non, juste un petit peu plus, 8h30. Vous voyez, chose intéressante d'ailleurs pour essayer de saisir les enjeux éducatifs, que lorsqu'il s'agit du week-end, l'écart se réduit, ce qui prouve que quand on a ses enfants à côté de soi, c'est souvent plus simple de surveiller, en tout cas, et aussi de s'intéresser aux pratiques numériques qu'ils ont. Quant au bon vieux smartphone, alors je précise parce que je vois des gens noter, toutes ces études, vous pouvez les télécharger, vous avez toutes les analyses sur le site de l'ASSO, donc vous embêtez pas à gaspiller de l'encre. Globalement sur le smartphone, ce qui est assez intéressant, c'est que, on a bien vu, il est au cœur de pas mal de contradictions parentales, mais alors là, pour le coup, il y a quand même un manque d'intérêt, je pense qu'on peut dire, un manque d'intérêt la plupart des parents, une fois qu'ils ont équipé leurs enfants par rapport à ce qu'ils font avec ces outils. Là, on a baissé d'un cran, vous voyez, on parle d'enfants âgés de 7 à 10 ans. Les parents disent en moyenne 37 minutes par jour, entre 7 et 10 ans, sur un smartphone. Les enfants répondent non, 3 fois plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fin de compte, ce manque d'intérêt qu'ont les adultes pour les pratiques numériques des enfants, on le retrouve pas uniquement sur le smartphone, mais aussi en termes de pratiques tout court. Vous avez sous les yeux des questions qu'on a posées aux parents. Quand on demande aux parents d'enfants âgés de 7 à 10 ans, selon vous, quelle est la proportion de vos enfants qui regardent des vidéos de courte durée type TikTok, Snapchat, etc., ils nous disent 49%, les enfants nous disent non, un petit peu plus, 66%. Sur quelle est la proportion des enfants qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, les parents nous répondent 9%, les enfants nous disent ah non, on est 3 fois plus, entre 7 et 10 ans être présent sur les réseaux sociaux. Et puis on pourrait se dire, ça voilà, ce sont des sujets qui inquiètent, énervent parfois, qui sont souvent des sujets de conflit au sein des familles, c'est le genre de pratiques numériques. Mais ce qui prouve qu'il y a un réel manque d'intérêt de la part des adultes pour ce que font les enfants avec les outils, c'est que même sur des pratiques dont la plupart des parents rêveraient que leurs enfants aient avec ces outils, je pense à lire des bandes dessinées ou des livres en ligne, les parents disent non, ils sont que 16% à le faire, les enfants disent non, on est 1 sur 2. Donc on voit bien quand même que le dialogue autour des pratiques numériques, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup dans notre société des écrans, mais qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et on ne peut pas construire un cadre éducatif qui soit cohérent si derrière on ne s'intéresse pas aux pratiques qu'ont les enfants, les adolescents avec les outils que nous leur avons mis entre les mains. C'est juste une question, me semble-t-il, de bon sens. Dernier point sur la notion des risques, parce que je trouve ça très intéressant de voir encore une fois la différence entre la perception et le vécu des enfants. C'est quand on questionne les parents, quels sont les risques selon vous pour vos enfants sur Internet? Ils répondent dépendance, cyberharcèlement, mauvaise rencontre. Grosso modo, les 3 sujets les plus traités par BFM Télé lorsqu'il s'agit de parler des pratiques numériques des jeunes. Non mais c'est vrai, parce que c'est aussi un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans nier l'importance du travail de monsieur, aujourd'hui on a aussi en termes d'approche éducative une approche qui est nettement fondée sur l'évitement des risques. Ce qui est quelque part assez questionnant. Dans un processus d'autonomisation adolescent, peut-on uniquement avoir une approche éducative qui soit fondée sur l'évitement des risques? Alors je sais que vous, par rapport au public que vous accompagnez, évidemment, c'est un petit peu au cœur de votre métier, je me doute.
Pour autant, et c'est important de rappeler que 80% des adolescents vont bien dans ce pays. C'est important de le rappeler. Alors, je vous donne la réponse maintenant. À votre avis, enfin, je vais plutôt vous la demander, à votre avis, qu'ont répondu les enfants face à ces risques? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont notion des mêmes risques? Exactement. Ressenti, vécu. Est-ce qu'on est sur la même ligne entre parents et enfants? Alors, selon vous? Non. Je vous donne la réponse. Les enfants nous ont répondu au sortir, donc pour rappel, c'était au sortir du confinement, maux de tête, difficulté à l'endormissement, passivité. Alors c'est vrai que quand je passe cette réponse, ça fait toujours sourire les adultes, mais moi je vous avoue que c'est une réponse qui ne me fait pas du tout sourire, parce que quelque part, ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque entre notre perception des choses et ce que vivent les enfants. Et une fois encore, la raison, elle est simple, c'est on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font avec ces outils. Comment voulez-vous déployer un cadre éducatif ou même des conseils qui soient adaptés si vous ne vous intéressez pas au cadre, à la manière en tout cas dont ces outils sont utilisés? Et une fois encore, la gestion du temps est souvent le niveau zéro de ce que nous on appelle dans notre jargon la parentalité numérique. Gérer du temps, c'est pas important. Ce qui est important, c'est parce que tous les temps d'écran ne sont pas égaux. Entre je joue 8 heures par jour à Fortnite et je regarde de temps en temps des vidéos sur YouTube du Go Decrypt, c'est pas la même qualité de temps d'écran. Même nous, en tant qu'adultes, on a bien remarqué qu'on avait des qualités de temps d'écran qui étaient différentes. Comme quand on est comme des andouilles à faire défiler des vidéos sur Insta ou sur TikTok, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ait le même temps d'écran que quand on s'assoit tranquillement pour regarder un documentaire ou regarder un film qu'on avait envie de voir en famille. Donc voilà, les temps d'écran ne sont pas égaux, et donc c'est vraiment très important de s'intéresser au temps d'écran. De s'intéresser, à ce qui se passe dans l'écran. Alors, je vous livre rapidement, nous, ce qu'on a essayé de faire à l'Open, parce que bien sûr, on parle de l'implication des adultes, mais derrière, il y a aussi que font les institutions et comment arrivons-nous à réguler ces espaces. On a essayé d'agir avec le législateur, ce qu'on nous sommes parvenus à faire. On s'est par exemple battu pour essayer de lutter contre le phénomène des enfants influenceurs. Les enfants influenceurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes ou des chaînes YouTube ou des comptes Instagram qui sont souvent créés par les parents à des fins mercantiles où ils exposent leurs enfants en train d'ouvrir des boîtes, des jouets, des paquets de bonbons, des McDo, ce genre de choses, et qui emmagasinent tous les revenus de ces jolies petites vidéos qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, papa et maman. Donc on a, juste au nom de la cohérence éducative aussi et de la protection des enfants, par moment, on a demandé à réintégrer ce nouveau métier en quelque sorte dans le champ de l'activité des enfants intermittents du spectacle qui existait préalablement. Le décret d'application de la loi est en train d'être signé, va être bientôt arrivé, donc ça fait partie des choses aujourd'hui qui explosent en termes de comportement. Vous avez ces chaînes d'unboxing, mais vous avez aussi les comptes de vlogging familial sur Instagram, etc. qui explosent. Deuxième sujet qui va plus intéresser monsieur, c'est on s'est battu pour essayer de réguler l'accès à la pornographie des enfants, et on a travaillé avec le législateur pour essayer, et nous sommes parvenus à faire modifier le code pénal, 227-24 du code pénal, qui, je vous le rappelle, contrairement à ce que j'entends parfois, parce que j'entends parfois des personnes qui ont la solution miracle pour éviter que les enfants regardent du porno, c'est de dire, il faut leur dire que ce qu'ils font est illégal. Non, c'est l'inverse. Le code pénal dit exactement l'inverse. Ne faisons pas porter aux enfants nos propres turpitudes. Ils ne sont pas responsables du fait que des adultes leur laissent l'accès à ces contenus, et c'est justement ce sur quoi on s'est battu. Et on a permis aujourd'hui à faire apparaître ce petit alinéa qui change tout et qui contraint maintenant les sites internet pornographiques à ne pas se contenter, pour dire qu'ils respectent l'article du code pénal, de mettre juste le fameux disclaimer. Vous savez, c'est le panneau
où on disait « Coucou, j'ai plus de moins de 18 ans », et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on ne pouvait pas dire qu'on avait moins de 18 ans, donc on était obligé de cliquer sur « Oui ». Et ce qui nous a permis de saisir l'ARCOM, l'autorité de régulation en charge maintenant de la régulation d'Internet, pour réclamer le blocage des 5 plus gros sites pornographiques mondiaux, non pas à des fins de moralisation de l'espace public, on n'est pas du tout des anti-porno, mais juste de dire à un moment, c'est pas normal que des gamins de 5 ans puissent avoir accès à ces contenus, quand on sait en plus le traumatisme que ça peut occasionner chez eux. Et bon, ces sujets sont... On a aussi saisi l'ARCOM il n'y a pas longtemps pour réclamer le blocage temporaire de Twitter, au nom de la protection de l'enfant, justement, puisque sur Twitter, vous trouvez des contenus pornographiques, de la zoophilie, de la pédopornographie, des scènes de viol en libre accès. Et c'est donc quand même un moment questionnant dans une société et dans un pays où la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, qui donc l'engage, de voir qu'on tolère que ces sites soient en libre accès et en 2 clics, et on en revient toujours à la même nécessité de peut-être se bouger un peu pour mettre en place une vraie régulation de ces plateformes, notamment contrôler l'âge d'accès à ces plateformes. On ne peut pas continuer éternellement à dire que c'est dangereux pour les enfants et les laisser y aller en fermant les yeux en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est pas possible. Ça nécessite qu'on mette les plateformes face à leur responsabilité, mais aussi un petit peu de courage politique pour un moment taper du poing sur la table et faire avancer ces sujets. Donc ça, c'est pour la partie régulation législative. Et puis je vous partage, et après je me tais, juste quelques constats que nous faisons. Les constats que nous faisons, notamment sur la difficulté à mobiliser les adultes. Premier point, soyez rassurés, c'est un sujet de préoccupation premier en France dans toutes les familles, puisqu'il y a une étude de la CNAF et de l'UNAF, si le vidéoprojecteur veut bien être un petit peu clément, qui montrait que, en tout cas, c'était devenu le premier sujet de préoccupation éducative des familles. Ça va revenir, je pense. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est que on est quand même, une fois encore, comme je le disais en préalable, on n'est pas très bon en termes de prévention en France sur ces questions. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent en permanence dans les injonctions négatives vis-à-vis des enfants et des adolescents. Ne faites pas ci, réfléchissez avant de publier, faites pas ça, etc. Alors qu'une fois encore, nous sommes à l'origine des équipements et que derrière, je ne connais pas beaucoup d'adultes qui sont capables de s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils demandent aux enfants. Moi, des adultes qui regardent une vidéo en entier avant de la partager dans leur réseau ou qui lisent un article de presse avant de le liker ou de le partager, j'en connais pas beaucoup. D'ailleurs, si les journaux en ligne type Le Monde sont même obligés maintenant de mettre la durée de lecture de leurs articles, ça prouve bien que peu de gens vont jusqu'au bout. Donc, voilà. Non, mais on en est là quand même en termes de contradiction aussi, me semble-t-il. J'ai essayé juste, parce que c'est pas sympa aujourd'hui de faire avec la claque, parce que ça va là, sur source. Ça va m'aider. Deuxième, autre constat que nous faisons aussi, c'est que globalement quand même sur tous ces sujets, on a l'impression parfois que les problématiques en lien avec le numérique sont aussi parfois l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression, allez-y, dépluguer, repluguer. Ça va venir. Oui, ça va venir. Soyons si ça ne vient pas, vous êtes tout à fait apte à... Je vous remercie d'avoir validé mon aptitude à continuer. Ça va revenir, ça bouge. Merci Isabelle. Et globalement, on est souvent dans une démarche éducative qui se résume uniquement à être dans l'évitement des risques. Bien sûr qu'il faut lutter contre les risques, pour autant se questionner aussi sur ce qui se joue désormais pour les jeunes au sein de ces espaces numériques. Et la seule clé qui manque, et le seul élément qui manque dans le tableau, afin que nous soyons cohérents. Je sais pas, c'est pas grave. Ah, c'est peut-être moi. Merci.
Et puis, moi, aujourd'hui, ce que je constate aussi, c'est que dans la part dans la bouche des adultes, j'entends aussi beaucoup d'adultes, que ce soit parents comme professionnels, qui s'auto-infligent une espèce de procès en illégitimité éducative. Je m'explique. Ce que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, vous comprenez, je comprends rien à ce qu'il fait sur TikTok, je comprends rien à ce qu'il fait sur Snapchat, donc je me sens pas légitime pour intervenir. » Mais ça, il faut vraiment qu'on cesse de raisonner de la sorte. Aujourd'hui, si on raisonne comme ça veut dire qu'on est tous foutus. Regardons l'histoire des réseaux sociaux. On est en permanence dans le jeu des vases communicants. Hein. À une époque, il y a eu des jeunes sur Facebook, avant que ce soit un réseau social pour EHPAD. Et du coup, maintenant, on voit qu'ils sont plus là. Ils sont sur Insta. Même Insta est en train de devenir un réseau pour vieux. TikTok et Snapchat. Et Snapchat est le seul réseau social, d'ailleurs, depuis 10 ans, à avoir conservé les adolescents. Pourquoi ? Parce que Snapchat a exclu de son réseau tous les adultes de par le moyen de communication qu'ils ont créé. Les adultes ne sont pas du tout à l'aise avec ce réseau. D'ailleurs, je crois que c'est même un réseau qui est très compliqué à pénétrer pour les forces de l'ordre. C'est pas l'un des plus simples. Et aujourd'hui, voilà, si on n'arrête pas de se dire je comprends rien à ce qu'il fait sur TikTok, je me sens pas légitime pour intervenir, comme demain, après TikTok, ça sera autre chose, et après-demain encore autre chose, ça veut dire autant laisser tomber tout de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, au même titre que quand on achète un scooter à son gamin, on n'a pas forcément fait le Paris-Dakar, ni eu un BEP mécanique, on est capable de lui donner des conseils fondés sur du bon sens et des principes et un cadre éducatif. Je pense qu'aujourd'hui, sur Internet, arrêtons de nous défausser, arrêtons de ne pas vouloir nous emparer de ces sujets, au prétexte que, soi-disant, ils utiliseraient mieux les outils que nous, ce qui en plus est complètement faux. Sinon, tout ce que évoquait monsieur tout à l'heure, ça ne se passerait pas s'ils les utilisaient bien. Donc voilà, on a une responsabilité d'adulte éducative à s'emparer de ces sujets. Et puis, pour conclure un petit peu les enjeux qu'on a essayé d'identifier, évidemment, c'est pour nous renforcer les actions éducatives concernant l'utilisation des outils numériques à destination des enfants, bien sûr, et qu'il faut continuer, mais aussi et surtout à destination des adultes, parents comme professionnels, pour essayer de faire bouger les lignes. Peut-être essayer aussi de se remettre en question au niveau de certains échecs institutionnels. Ça fait quand même 20 ans qu'on parle d'éducation aux médias dans ce pays. On ne peut pas dire que ça fonctionne très très bien. En tout cas, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et puis, adapter aussi les actions de prévention en tenant compte de la disparité des publics et des vulnérabilités de certains. Évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière, mais ça c'est le propre de votre métier, vous le savez mieux que moi, on ne s'adresse pas de la même manière à des jeunes qui ont un parcours de vie un peu plus cabossé ou chaotique, pour lesquels parfois, en plus, souvent, dans ce qu'on identifie comme étant des conduites à risque, en fin de compte, c'est aussi des signaux qu'ils nous envoient sur leur mal-être. Ne l'oublions pas, moi j'entends souvent... il fait n'importe quoi, il joue 8 heures par jour aux jeux vidéo. Oui, mais un enfant qui joue 8 heures par jour aux jeux vidéo, c'est un message qu'il nous envoie en disant « Coucou, je vais pas bien », parce que le jeu vidéo devient une valeur refuge au sein de laquelle il se réfugie parce que sa vie de tous les jours est un petit peu trop compliquée à gérer. Et c'est à nous, en tant que parents ou professionnels, d'aller creuser tout ça, plutôt que de s'arrêter uniquement à la problématique du numérique, qui est souvent qu'un révélateur ou un catalyseur. Évidemment, renforcer la régulation des plateformes au nom de la cohérence éducative. C'est vrai qu'on nous a bassinés avec le RGPD en 2018. Personnellement, je ne sais pas où sont les applications du RGPD en termes de protection de l'enfance. Il y a 3 trucs qui sont prévus dans le RGPD pour protéger les enfants. C'est faire en sorte que les conditions générales d'utilisation des plateformes soient intelligibles par les enfants. Même les adultes ne les comprennent pas. Il y a le fait de consacrer un droit, on est passé du droit à l'oubli au droit à l'effacement. Si vous trouvez des personnes qui arrivent à faire disparaître des données les concernant sur Internet, vous m'appelez, ça m'intéresse. On passe notre temps à mettre en place des textes de loi ou des choses ou des nouveaux règlements qui sont peu appliqués, pas applicables. Il serait peut-être temps de remettre de la cohérence au milieu de tout ça. Et puis évidemment, poursuivre une veille assidue sur tout ce qui peut se passer
en termes de dérive, qu'elles émanent des enfants comme des adultes. Et nous, d'ailleurs, en ce moment, on est en train de travailler avec un député pour faire réfléchir à la nécessaire modification du droit à l'image des enfants dans les espaces numériques. Pourquoi pas réfléchir à en faire en sorte qu'il soit pas, que ce droit à l'image ne soit pas en permanence aliéné à l'autorité parentale, surtout quand on estime que parfois certains parents dysfonctionnent à ce niveau-là et s'improvisent journalistes, reporters d'images dès la naissance de l'enfant pour alimenter le WhatsApp familial avec des photos et des vidéos qui ne disparaîtront jamais et qui s'en vont sur des serveurs dans des pays étrangers. Voilà, je suis désolé, c'était un peu vite, mais je voulais avoir le temps quand même de dresser quelques constats et faire passer des messages pour qu'on ait le temps d'échanger. Tout à fait, on va avoir le temps d'échanger. Enfants trophées, dans ce que vous venez d'illustrer, c'est ce qu'on appelle les enfants trophées qu'on met en avant comme ça. Alors, quels sont les pays qui sont plus efficaces que nous dans le traitement de ce sujet? Je ne sais pas s'il y a vraiment des pays qui sont plus efficaces, dans la mesure où on voit bien que ces sujets sont au cœur d'un débat de société. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est assez triste, me semble-t-il, c'est que nous, par exemple, quand on se mobilise sur le porno, on se prend des torrents de boue sur Internet, parce qu'on nous dit, vous comprenez, devoir montrer patte blanche avant de rentrer sur un site pornographique, c'est quand même empiéter sur les libertés individuelles. Moi, je veux bien, mais à un moment, entre les libertés, enfin, en tout cas, la France, une fois encore, a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, entre collecter un petit peu plus de données que le font les sites pornographiques, juste pour mieux protéger les enfants, personnellement, j'hésite pas un instant. Enfin, il y a un moment où on peut pas continuer dans ces débats un peu stériles au nom de soi-disant liberté individuelle. Ça choque personne que quelqu'un qui se rend dans un casino, on doive montrer une pièce d'identité parce que tous les casinos de France et de Navarre ont une base de données avec tous les gens qui sont interdits de jeu. Et pourtant, les gens qui vous demandent la pièce d'identité ne sont pas des personnes assermentées. Donc voilà, et ça choque personne. Donc je vois pas pourquoi sur Internet ça serait différent. Sébastien Boudot, vous souhaitez réagir éventuellement? Il y a des éléments qui qui suscitent des questions, des réactions de votre part, puis ensuite on se rend du côté de la salle. Non, du tout, ça fait plaisir à voir que des associations aient cette compétence-là, et puis c'est complémentaire, c'est-à-dire que moi c'est l'aspect technique, et le numérique, réellement on pourra en discuter, mais des journées entières, parce que là c'est vrai que c'est très court comme temps pour sensibiliser les personnes, mais moi je le dis vraiment, parce que j'ai un peu d'appétence, c'est un danger. Le numérique est un danger dans beaucoup de domaines. Et ça peut vite le devenir, puisque on ne parle pas de toutes les attaques qui sont aujourd'hui au niveau des sociétés, au niveau... en creuse, Michel Picotti a eu quand même un ransomware monstrueux. Je crois que c'était 400 000 €. Bon, ça peut être déjoué, mais les ransomware, il y en a tous les jours. Les ransomware viennent des pays étrangers, mais ça, c'est des organisations mafieuses. C'est simplement l'investissement, c'est un ordinateur. Ça coûte moins cher que les canaches, et finalement c'est moins risqué, puisque c'est dans un pays étranger, on a des difficultés à les retrouver. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes les structures criminelles qui se mettent en route pour faire du mal, mais vraiment. Et maintenant, eux, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête. Là aujourd'hui, c'est des entreprises, demain, on ne sait pas. Et avec la masse de données dont ils ont besoin, comme disait monsieur, c'est-à-dire, oui, dans les serveurs étrangers, WhatsApp, on ne va pas le nommer, c'est tout hébergé en Israël, les serveurs, on ne sait pas ce qui se passe des données, qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, tu veux dire, toute cette masse de données, ça va dans le dark web, et le jour où quelqu'un voudra l'utiliser, oui, bon, ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'est un danger. Non, mais c'est vrai, on ne s'imagine même pas, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, mesdames et messieurs, au-delà des sourires, y a-t-il des questions, ou des réactions, des précisions à vous faire apporter? Madame. Donc Mélanie Bars de l'association Addiction France. J'ai lu dernièrement qu'on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de parents qui mettaient des contrôles parentaux sur les équipements qu'ils donnaient à leurs enfants, et que du coup après ils se sentaient totalement libres, et du coup ils ne venaient plus regarder finalement ce que faisaient les enfants sur les écrans. Est-ce que du coup vous avez des précisions à apporter là-dessus? Alors, première précision, oui, contrôle parental. Alors, contrôle parental n'est pas très utilisé en France. On est environ à même pas 4 familles sur 10 qui l'utilisent.
Ce qui a incité le législateur à se mobiliser là-dessus. Dans les mois qui viennent, tous les fabricants d'outils ou d'objets connectés, y compris les montres connectées, devront proposer des solutions de contrôle parental qui seront installées par défaut. Avec des solutions qui soient un peu pas low cost et des trucs qui fonctionnent de manière effective. Pour autant, là où je vous rejoins, c'est que la solution de contrôle parental, ça ne doit pas être vendu aux parents comme étant la solution miracle. Au même titre que quand on met une ceinture de sécurité dans une voiture, ça ne nous empêche pas d'avoir un accident. Et bien sûr, avec les outils de contrôle parentaux, c'est exactement la même chose. Et il faut aussi que les institutions ne fassent pas de fausses promesses en ce sens aux parents. Après ça, il y a aussi le revers de la médaille. C'est qu'aujourd'hui, on constate aussi que les outils numériques sont devenus des outils de flicage pour les enfants. Vous avez, dans notre dernière enquête avec l'Ipsos, 4 familles sur 10 qui installent des logiciels espions sur le téléphone de leur enfant une fois qu'on les a équipés. C'est-à-dire, je ne parle pas de contrôle parental, là, je parle de logiciels qui permettent d'écouter les conversations, de les géolocaliser, d'aller dans la photothèque, d'avoir accès aux textos, etc., etc. Ce qui en dit très très long sur le degré d'inquiétude des familles et des parents. Vous avez de plus en plus de parents qui géolocalisent leurs enfants. Ça en dit long sur le niveau d'inquiétude parentale, et donc il me semble que nous autres professionnels, on doit tenir compte de ce niveau d'inquiétude quand on est face à des familles pour les accompagner, tout en essayant de faire comprendre que c'est peut-être pas les meilleures des stratégies. Parce qu'un point bleu qui clignote, le point bleu, il continuera de clignoter même dans une cave. Non mais, ça veut rien dire un point bleu. Et ce degré d'inquiétude, il vient certainement de la chaîne dont vous citiez, auquel peut-être les gens s'abreuvent, et donc on cette inquiétude qui monte, non ? Il faut quand même rappeler, pour calmer un peu le jeu, contrairement à ce que nous racontent les médias, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, on n'a jamais vécu dans un monde aussi sécure. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Vous avez le micro, hein ? C'est facile. On est juste plus informés maintenant. Avant, on est beaucoup plus informés. Évidemment qu'il y a des aléas en termes de délits et que les courbes se croisent et se recroisent. Pour autant, par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant, et ça quand on voit ça aussi du ministère de l'Intérieur, quand on regarde depuis l'après-guerre, on ne cesse d'évoluer en termes de sécurisation de la société. Après ça, bien sûr, il y a des nouveaux délits et des nouvelles choses qui apparaissent, ce qui fait aussi globalement augmenter certains chiffres, mais statistiquement et en termes de proportion, on ne vit pas dans un monde dangereux. Ça, c'est un fantasme que nous vendent les médias. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Comment voulez-vous ne pas être angoissé si vous allumez la télévision sur les chaînes d'infos, entre la guerre, la pandémie, les viols de gamins, c'est des bons d'achat gratuits pour aller chez le psy, quoi. C'est juste pas... C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça vient évidemment renforcer les angoisses. Les angoisses, ouais. D'autres personnes souhaitent intervenir, mesdames et messieurs. Profitez de la présence, en effet, de nos invités pour les questionner et les solliciter dans vos réflexions ou témoignages, ou des choses que vous souhaiteriez vous faire préciser, comme à l'instant. Oui. La maison des ados. Madame Le Chifflard. Merci. Audrey Le Chifflard, coordinatrice de la Maison des Adolescents de la Creuse. On s'est vu à Biarritz. Je dis parce que vous savez qu'on bosse beaucoup avec les maisons des ados, et c'est un mouvement qu'on apprécie tout particulièrement pour le travail formidable que vous faites. Merci. Moi, je voulais rappeler qu'en Creuse, depuis pas très longtemps, via le contrat local de santé porté par l'ARS, il y a eu la mise en place d'un groupe, d'un axe de travail écran et usage du numérique, donc dans lequel participent différents professionnels, différents partenaires. Il y a la gendarmerie, le commissariat de police, etc. Et nous-mêmes, Maison des Ados, puisqu'on fait pas mal de prévention. Alors, prévention des conduites à risque, parce que c'est notre mission principale, en collectif en tout cas, et depuis quelques années, la thématique principale que les établissements scolaires notamment nous demandent, c'est de faire de la prévention sur l'usage et le mésusage du numérique. Donc on rencontre pas mal de collégiens, lycéens, tous les ans sur cette thématique-là, et puis ça fait partie aussi des problématiques rencontrées dans les familles et qu'on peut traiter dans les entretiens individuels, familiaux
Donc il y a des choses qui se font, après c'est sûr qu'on manque de moyens, on manque de coordination au niveau départemental, alors ça commence, il y a des outils comme celui que je viens de citer, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais on disait ce matin justement que le département de la Creuse, qui est un petit département, permettait des liens plus rapides et plus étroits entre professionnels. Il y a encore un manque selon vous? Je ne sais pas s'il y a un manque, après, en termes de lisibilité, alors c'est sûr, on est un petit département, on a la chance d'être nombreux. En termes de lisibilité, c'est toujours compliqué parce qu'il y a l'entrée thématique, il y a l'entrée publique. Nous, quelque part, le public est ciblé, c'est l'adolescence, mais les thématiques sont multiples. Il y en a d'autres comme nos collègues de ce matin sur les addictions. Ça va être à la fois le public et la thématique. Donc c'est peut-être compliqué d'avoir une lisibilité sur le département en fonction de la thématique, du public. Si je peux rebondir sur ce qui a été dit, je fais le même constat que vous, mais parfois avec tristesse. C'est-à-dire que je trouve aussi, ce qui est un petit peu regrettable, c'est que quand on intervient dans les établissements scolaires, ce que je ne fais plus, parce que je ne veux plus aller voir les ados, je l'ai trop fait, je m'occupe maintenant des adultes, il y a suffisamment à faire. On ne fait plus de prévention, en fait. On ne fait pas vraiment de prévention. On joue les sapeurs-pompiers. Dans la plupart des cas, on nous demande d'intervenir quand il s'est passé un truc ou parce qu'on sent qu'il va se passer un truc, etc. Moi, je trouverais, aujourd'hui, au regard de ce que je vous ai montré comme chiffre tout à l'heure, la prévention primaire, il faut la faire dès l'école primaire, au regard des courbes d'équipement et des pratiques numériques. Si on veut vraiment être efficace, il faut descendre d'un cran. On fait ce constat aussi. Alors en effet, il y a peu d'intervenants sur le public primaire. Ce matin, il y a des dispositifs qui ont été présentés. Ça commence, parce que globalement, les professionnels font ce constat. Après, nous, on se refuse d'intervenir en mode pompier depuis le départ. Et on travaille alors avec les établissements scolaires. Ils ont un outil qui est pas mal, le CESC, Comité d'éducation à la santé citoyenneté, qui, quand il est utilisé, permet de planifier à l'avance, de venir répondre à des besoins et d'éviter d'intervenir en mode pompier. Nous, on a la chance de pouvoir sillonner la Creuse et de participer à pas mal de CESC. Donc ça permet de programmer sur l'année et du coup d'avoir une visibilité de qui fait quoi, pour éviter les doublons aussi, parce que ça serait déconnant d'intervenir plusieurs fois sur le même niveau avec à peu près les mêmes discours sur une même année, alors que d'autres niveaux de classe n'auraient pas d'intervention pendant 2 ou 3 ans, par exemple. Donc il y a quand même des choses qui se font, mais c'est vrai que c'est chronophage et qu'on est peu nombreux, quoi. D'autres personnes souhaitent intervenir? Mesdames et messieurs, non? C'est bon, peut-être un petit mot, non pas de conclusion, mais messieurs, sur cet aspect numérique. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez... je ne sais pas. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot? Voilà. Non, mais c'est vrai que le projet d'une mallette pédagogique numérique peut être à l'étude. C'est vrai qu'en travaillant tous ensemble, je pense que la prévention peut être réalisée. Et on le voit bien, ce qui manque, c'est cette mallette pédagogique, justement, d'utilisation, puisque quand on l'utilise, il n'y a pas de danger. Et il faut savoir encore l'utiliser. Alors, on parlait ce matin de la différence entre prévention et promotion. Peut-être même intervenir dès la promotion, c'est ça? Oui. Ah ben voilà. Vous aviez levé la main? Vous avez levé la main? Ah bon, je n'ai pas vu, pardon. Bonjour, Anne-Sophie Alem, je travaille à la brigade de sûreté urbaine de Guéret, au commissariat de Guéret. Je me permets d'intervenir, vous faisiez l'analogie tout à l'heure avec le scooter, et c'est vrai que je considère souvent la mise à disposition d'un smartphone envers les enfants comme si on donnait les clés d'une voiture à des enfants. C'est-à-dire que c'est l'ouverture sur cette liberté et on considère que quelqu'un qui a terminé sa formation de permis de conduire, on prête les clés à nos enfants en espérant qu'ils ont bien compris qu'il ne fallait pas qu'ils roulent bourrés, qu'il fallait qu'ils respectent le code de la route. En matière d'utilisation des appareils numériques, ils n'ont aucune formation, ils sont complètement lâchés avec cette liberté et on espère et on serre les fesses en disant oh là là, pourvu qu'il n'y ait pas de conduite à risque, pourvu qu'ils ne fassent pas n'importe quoi.
Est-ce que vous, à l'Observatoire, est-ce que vous avez des outils à disposition éventuellement pour cette formation ou cet accompagnement, comme vous ferez une conduite accompagnée avec un enfant? Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une formation accompagnée avec ces outils numériques? Merci. Pour les enfants? Oui. Alors nous, on s'occupe vraiment plus des enfants. Enfin, moi, je ne m'occupe plus des enfants, je m'occupe vraiment des adultes. On reçoit pas mal de sollicitations de toute la France, de services de police, de gendarmerie qui nous envoient un peu des messages un peu en mode SOS, comme pas ce que vous venez de faire, mais en tout cas, eux le font en mode SOS en disant est-ce que vous n'auriez pas des supports, etc. Nous, pour l'instant, on réfléchit à en mettre en place, mais c'est vrai que c'est pas l'ADN de l'Open tel qu'on l'a construit. On part du principe qu'on est avant tout face à des enjeux éducatifs et qu'on pourra continuer pendant des décennies à aller voir les enfants pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Si on ne mobilise pas la communauté éducative avec un E majuscule, on n'y arrivera pas. Je suis d'accord avec vous, c'est pas de la prévention, c'est de l'éducation qu'il faut faire. La formation et leur apprendre à comment leur manger. Comme s'il y avait un permis d'utiliser ces outils finalement. Oui, alors. C'est trop extrême sans doute. Oui, je pense que. Nous, on essaie aussi d'apporter pas mal de nuances, si vous voulez. Aujourd'hui, sur tous ces sujets, il y a pas mal de panique morale, il y a pas mal d'inquiétudes qui sont exagérées. Ne serait-ce que sur les chiffres du cyberharcèlement, on a du mal à avoir des chiffres qui tiennent la route au niveau national. On a du mal à avoir des chiffres qui tiennent la route. Les chiffres qu'on a, ils émanent de structures dont voilà, on peut se demander si elles n'ont pas intérêt à dire qu'il y en a beaucoup. On a les derniers baromètres publiés sur le climat scolaire par l'Éducation nationale, il n'y en a plus depuis déjà pas mal d'années. Alors pourtant, ils étaient très précieux en termes de données à ce niveau-là. Moi, je pense que voilà, aujourd'hui, c'est un peu aussi le numérique. Bien sûr qu'il y a des risques, mais il n'y a pas que ça. Il se passe aussi, moi j'aimerais aussi qu'on parle de ce qu'il y a de merveilleux, de ce qui se joue de manière très positive pour les enfants. Parce qu'en effet, sur BFM, on parle cyberharcèlement, on parle prédateurs sur Internet, mais les adolescents, aujourd'hui, utilisent aussi ces outils pour se construire une identité, se socialiser, qu'on le veuille ou non, c'est là. Donc, est-ce qu'on continue à dire « oulala, c'est dangereux » ou est-ce qu'on les accompagne une bonne fois pour toutes pour apprendre oui, et puis, mais en se posant les bonnes questions. C'est-à-dire que si on arrive une fois encore tout le temps avec « attention, danger », on est à côté de la plaque. Aujourd'hui, il faut aussi se poser la question de ce que jouent ces outils dans la construction adolescente. Le bousculement de l'intimité dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut aussi que les adultes questionnent. Et c'est pas des choses uniquement, par exemple, sur certaines conduites à risque, parce qu'on travaille pas mal nous, sur la question de la prostitution. Je sais que c'est comme ça. Tout de suite, on va enchaîner. Fait une petite transition. Très bien, merci. On travaille beaucoup sur le sujet de la prostitution des mineurs et par exemple, moi je suis souvent assez surpris de la réaction des adultes par rapport à une pratique qui a tendance à se généraliser, se banaliser, l'envoi de nudes, c'est-à-dire l'envoi de vidéos à caractère, de photos à caractère sexuel. Cette pratique, elle se banalise, qu'on le veuille ou non, donc c'est là. Si on arrive avec nos gros sabots en disant fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux, et qu'on n'essaie pas de comprendre ce qui se joue dans la tête d'un jeune qui est en train de faire ça, le message il passe pas. On pourra lui dire des centaines de fois faut pas le faire. Je rappelle juste qu'on est le seul pays au monde à avoir eu un ministre en exercice qui s'est fait prendre en train de... donc moi je veux bien, mais l'exemplarité, parlons-en. Donc voilà, et aujourd'hui, ce que montrent notamment les sciences psychosociales, notamment la sociologie, c'est que il se joue énormément de choses dans ces pratiques numériques-là, et qui sont pas forcément, qu'il ne faut pas voir uniquement comme étant des risques. Le risque, quel est-il? C'est pas le fait de s'envoyer ça, c'est pas le fait, ne moralisons pas cette pratique, c'est juste de faire en sorte, le rôle de l'adulte, c'est de faire en sorte que ça se passe dans un cadre sécurisé, avec du consentement, et que ça n'ait pas été subi. Mais après ça, de toute façon, c'est au cœur d'un processus de construction adolescent, qu'on le veuille ou non. Donc si on arrive, les nudes, c'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça, ça fonctionne pas. Alors on va voir justement, et merci d'avoir cité donc cette thématique de la prostitution.
Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous sollicite, personne ne répond. Maintenant qu'on est en retard, bon. Une dernière question, alors, parce que c'est vous. C'est une question qui me vient, là. Vous parliez de construction d'identité de l'ado. Les ados qui n'ont pas de smartphone, c'est une question personnelle, parce que moi j'ai des pré-ados à qui je refuse le smartphone. Mais je me demande jusqu'à quand je vais pouvoir tenir. La pression sociale, en fait, la pression au collège, au lycée, et comment elles vont se construire. J'ai pas d'inquiétude. Hein. Non, mais c'est souvent une question que j'ai, parce que je croise, ça fait souvent... On sent qu'elle a peur de poser la question. Je vous remercie de votre honnêteté et de votre courage pour évoquer ça, parce que pas mal de personnes n'osent pas le dire. Il y a un principe éducatif, me semble-t-il, c'est quand une décision est bien vécue par les parents, en général, même si elle emmerde les ados, ils finissent par l'accepter. Ça, c'est un principe éducatif. En général, quand ça se passe mal, c'est qu'il y a un manque de cohérence, ou que les règles n'ont pas été suffisamment claires, ou que ça n'a pas été suffisamment explicité. Ça, c'est le premier point. La seule limite, et pour répondre à votre question du coup, que moi je constate, c'est qu'attention, les enfants ne vivent pas sous cloche, qui vont, je suppose que vos enfants, en tout cas je leur souhaite, croisent des copains, des copines qui eux sont forcément équipés du Graal avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, et qu'à un moment, une fois que vous sentez que le point de rupture est proche, peut-être qu'il faut commencer à introduire ces outils avec vos propres règles et votre cohérence éducative à vous, parce que vous seuls connaissez vos enfants et ce qui est bon pour eux, et puis tout se passera très bien, mais ne pas, je dis souvent attention à la limite, parce qu'il vaut mieux choisir le moment où ça arrive, plutôt que d'autres le fassent à notre place, et pas comme on voudrait que ça se fasse. Merci à vous, messieurs, pour ces interventions.